Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une crise explosive qui secoue l'Afrique centrale. Le Cameroun est en ébullition. Des millions de citoyens descendent dans les rues pour défier un pouvoir autoritaire vieux de plusieurs décennies. La répression est brutale, les témoignages sont glaçants, mais la détermination du peuple camerounais est inébranlable. Qu'est-ce qui pousse une nation entière à se soulever? Quelles sont les forces en présence? Quel scénario d'avenir se dessine pour ce pays stratégique du golfe de Guinée? Si vous voulez comprendre cette révolution en marche, cette vidéo est pour vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos sur l'actualité africaine. Activez la cloche de notification. Allez, c'est parti! Le Cameroun traverse actuellement une période de tension politique sans précédent qui révèle les fractures profondes d'une société longtemps maintenue sous le joug d'un pouvoir autoritaire. Depuis plusieurs années, les manifestations populaires se multiplient dans les grandes villes comme Douala et Yaoundé, témoignant d'un ras-le-bol généralisé face à une gouvernance perçue comme sclérosée et corrompue. Les citoyens camerounais, particulièrement les jeunes générations qui représentent plus de 60% de la population, expriment désormais ouvertement leur frustration devant l'absence de perspectives d'avenir et le sentiment d'être abandonnés par leurs dirigeants. Cette colère populaire s'inscrit dans un contexte régional où plusieurs pays africains ont connu des soulèvements similaires, inspirant ainsi les Camerounais à réclamer leurs droits fondamentaux. Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la mobilisation citoyenne, permettant aux militants de contourner la censure des médias traditionnels contrôlés par le pouvoir. Les slogans scandés dans les rues reflètent une aspiration profonde au changement démocratique et à une meilleure redistribution des richesses nationales. Le gouvernement répond à ces manifestations par une répression parfois violente, ce qui ne fait qu'attiser davantage la flamme de la contestation. Les origines de cette ébullition sociale remontent à plusieurs décennies de gestion autocratique qui ont érodé la confiance entre le peuple et ses institutions. Le système politique camerounais, dominé par un parti unique pendant près de 40 ans, a créé une culture de népotisme et de clientélisme qui gangrène tous les échelons de l'administration publique. Les ressources naturelles abondantes du pays, notamment le pétrole et les minerais précieux, n'ont pas bénéficié à la majorité de la population qui vit toujours dans une pauvreté extrême. Les infrastructures publiques, comme les hôpitaux et les écoles, se détériorent faute d'investissements adéquats, pendant que les élites politiques accumulent des fortunes colossales à l'étranger. Cette injustice criante alimente un sentiment d'humiliation collective chez les Camerounais ordinaires qui peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens. La jeunesse diplômée, confrontée à un chômage endémique malgré ses qualifications, incarne particulièrement cette génération sacrifiée sur l'autel des intérêts personnels des dirigeants. Les scandales de corruption révélés régulièrement par la presse internationale renforcent la conviction populaire que le changement est devenu une nécessité vitale pour la survie même de la nation. La dimension linguistique et régionale du conflit ajoute une complexité supplémentaire à la crise camerounaise qui menace l'unité territoriale du pays. Les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest se sentent marginalisées par un pouvoir central francophone qui impose sa langue et sa culture au détriment des spécificités locales. Cette fracture linguistique héritée de la période coloniale, lorsque le territoire était partagé entre administrations françaises et britanniques, n'a jamais été véritablement cicatrisée depuis l'indépendance. Les enseignants et avocats anglophones ont été parmi les premiers à dénoncer la francisation progressive de leurs institutions, déclenchant un mouvement de protestation qui s'est rapidement radicalisé. Le gouvernement central a répondu par l'envoi de forces militaires dans ces régions, provoquant des affrontements meurtriers et des déplacements massifs de populations civiles. Les organisations internationales de défense des droits humains documentent régulièrement les exactions commises par les deux camps dans ce conflit asymétrique. Cette crise anglophone révèle l'échec du modèle de gouvernance centralisée qui ne parvient pas à accommoder la diversité culturelle et linguistique du Cameroun. Les appels au fédéralisme ou même à la sécession se font de plus en plus entendre, remettant en question les frontières héritées de la colonisation. L'économie camerounaise, malgré son potentiel considérable, souffre d'une mauvaise gestion chronique qui appauvrit progressivement la population et alimente le mécontentement social. Le secteur agricole, qui emploie la majorité des Camerounais, reste archaïque et peu productif en raison du manque d'investissement dans les techniques modernes et les infrastructures rurales. Les petits exploitants agricoles ne peuvent accéder au crédit bancaire ni aux marchés internationaux, les condamnant à une agriculture de subsistance qui les maintient dans un cycle de pauvreté. Les industries extractives, contrôlées par des multinationales en partenariat avec l'élite politique, génèrent d'importants revenus qui disparaissent dans les méandres opaques des comptes offshore. Le taux de chômage officiel dépasse les 30% chez les jeunes, mais la réalité du sous-emploi et du travail informel rend ce chiffre largement sous-estimé. Les services publics essentiels comme l'électricité et l'eau potable sont défaillants même dans les grandes agglomérations, paralysant l'activité économique et dégradant la qualité de vie. Cette situation économique désastreuse contraste violemment avec l'ostentation des élites dirigeantes qui étalent leurs richesses sans pudeur. Les Camerounais constatent amèrement que leur pays, pourtant richement doté en ressources naturelles,
figure parmi les nations les plus pauvres et inégalitaires du continent africain. La société civile camerounaise, malgré les obstacles considérables imposés par un régime autoritaire, s'organise progressivement pour porter les revendications populaires et proposer des alternatives politiques crédibles. Les organisations non gouvernementales locales travaillent courageusement sur le terrain pour documenter les violations des droits humains, promouvoir la bonne gouvernance et sensibiliser les citoyens à leurs droits constitutionnels. Les syndicats professionnels, bien que souvent cooptés par le pouvoir, commencent à retrouver leur vocation originelle de défense des intérêts des travailleurs face aux abus patronaux et gouvernementaux. Les intellectuels et universitaires camerounais publient des analyses critiques du système politique actuel, proposant des réformes institutionnelles susceptibles de démocratiser véritablement le pays. Les artistes et musiciens utilisent leur notoriété pour sensibiliser le public aux injustices sociales et galvaniser les énergies militantes à travers des œuvres engagées. Les associations de femmes jouent un rôle crucial dans la mobilisation communautaire, rappelant que les femmes sont les premières victimes de la pauvreté et de l'instabilité politique. Cette effervescence citoyenne témoigne d'une maturité politique croissante de la population camerounaise qui refuse désormais de rester spectatrice passive de son propre destin. Les initiatives locales de développement communautaire démontrent que les solutions aux problèmes du pays existent et peuvent être mises en œuvre sans attendre l'improbable bonne volonté des dirigeants. La répression étatique face au mouvement de contestation révèle la nature profondément autoritaire d'un régime qui refuse toute remise en question et préfère le maintien de l'ordre à la justice sociale. Les forces de sécurité camerounaises, suréquipées et entraînées par des partenaires étrangers, déploient une violence disproportionnée contre les manifestants pacifiques, utilisant balles réelles, gaz lacrymogènes et arrestations arbitraires. Les prisons se remplissent de prisonniers politiques, incluant des journalistes, des avocats et des militants associatifs dont le seul crime est d'avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Les cas de torture et de disparition forcées sont régulièrement rapportés par les organisations internationales, sans que les auteurs de ces crimes ne soient jamais inquiétés par la justice. Cette impunité généralisée crée un climat de terreur destiné à décourager toute velléité de contestation et à maintenir la population dans la peur et la soumission. Les coupures d'Internet dans les régions contestataires visent à empêcher la diffusion d'informations sur les exactions commises et à isoler les populations des réseaux de solidarité nationale et internationale. Cette stratégie de répression brutale, loin de pacifier le pays, radicalise davantage les opposants et alimente un cycle de violence qui menace de plonger le Cameroun dans un conflit civil généralisé. La communauté internationale observe avec inquiétude cette dégradation sécuritaire, mais ses appels à la modération restent largement ignorés par un pouvoir arc-bouté sur ses prérogatives. Les enjeux géopolitiques complexes entourant le Cameroun expliquent en partie la timidité de la réaction internationale face à la crise politique et humanitaire qui secoue ce pays stratégiquement situé au cœur du golfe de Guinée. Les puissances occidentales, particulièrement la France qui maintient des liens historiques privilégiés avec ses anciennes colonies, adoptent une position ambiguë oscillant entre critique formelle et soutien tacite aux autorités en place. Les intérêts économiques considérables dans les secteurs pétroliers et miniers, ainsi que les contrats d'armement lucratifs, semblent primer sur les considérations de droits humains et de démocratie. Les États-Unis et la Chine rivalisent d'influence au Cameroun, chacun cherchant à sécuriser l'accès aux ressources naturelles et à étendre sa sphère d'influence sur le continent africain. Les organisations régionales comme l'Union africaine et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale peinent à adopter une position ferme, paralysée par la solidarité entre chefs d'État africains qui font face à des contestations similaires dans leur propre pays. Cette complaisance internationale offre une marge de manœuvre considérable au régime camerounais pour poursuivre sa politique répressive sans craindre de sanctions véritables. Les populations camerounaises se sentent abandonnées par la communauté internationale qui brandit les valeurs démocratiques uniquement lorsque cela sert ses intérêts géostratégiques. Cette hypocrisie diplomatique alimente un sentiment anti-occidental croissant et pousse certains Camerounais à rechercher des alliances alternatives auprès de puissances émergentes. Les perspectives d'avenir pour le Cameroun demeurent incertaines et dépendent largement de la capacité des différents acteurs à privilégier le dialogue et le compromis plutôt que la confrontation violente. Plusieurs scénarios se dessinent, allant d'une transition démocratique négociée à une fragmentation territoriale du pays en passant par le maintien du statu quo répressif. L'option d'une conférence nationale souveraine réunissant toutes les composantes de la société camerounaise, sur le modèle de certains pays africains ayant réussi leur transition, apparaît comme une voie prometteuse mais exige une volonté politique actuellement absente. Les réformes institutionnelles indispensables incluent la révision de la Constitution pour limiter les mandats présidentiels, l'indépendance réelle de la justice, la décentralisation effective du pouvoir et la garantie des libertés fondamentales. La réconciliation nationale nécessitera également un processus de justice transitionnelle permettant de faire la lumière sur les crimes passés et d'éviter leur répétition future. La reconstruction économique devra placer les besoins de la population au centre des priorités, en investissant massivement dans l'éducation, la santé et les infrastructures productives.
La question anglophone exige une solution fédérale ou confédérale reconnaissant l'égalité linguistique et culturelle de toutes les communautés camerounaises. Ces défis colossaux requièrent un leadership visionnaire et inclusif, capable de transcender les clivages ethniques, linguistiques et régionaux pour forger une identité nationale commune fondée sur la justice et l'égalité. Le soulèvement populaire camerounais s'inscrit dans une dynamique africaine plus large de rejet des pouvoirs autoritaires et de revendication d'une souveraineté populaire effective. Les jeunes générations africaines, mieux éduquées et connectées au reste du monde grâce aux technologies numériques, refusent désormais d'accepter les justifications paternalistes des régimes en place qui invoquent la stabilité pour perpétuer leur domination. Le mouvement camerounais partage des similitudes frappantes avec les printemps arabes, les mouvements citoyens du Burkina Faso ou encore les contestations en Algérie et au Soudan, témoignant d'une aspiration universelle à la dignité et à la liberté. Cette solidarité transnationale se manifeste à travers les réseaux sociaux où les militants échangent expériences et stratégies de résistance pacifique face à la répression. La diaspora camerounaise joue également un rôle crucial en mobilisant l'opinion publique internationale et en fournissant un soutien matériel et moral au mouvement de l'intérieur. Ces évolutions témoignent d'une maturation politique du continent africain qui refuse de rester prisonnier des schémas post-coloniaux de domination et d'exploitation. Le peuple camerounais, malgré les obstacles formidables dressés sur sa route, démontre une résilience remarquable et une détermination inébranlable à conquérir sa liberté. L'histoire retiendra peut-être cette période comme le moment où les Camerounais ont définitivement décidé de prendre en main leur destin collectif et de bâtir une nation véritablement démocratique et prospère. L'éducation et la conscience politique croissante des masses populaires camerounaises constituent des facteurs déterminants dans la dynamique de contestation actuelle qui ébranle les fondements du pouvoir établi. Contrairement aux générations précédentes qui avaient intériorisé la culture de la peur et de la résignation face à l'autorité, les jeunes Camerounais d'aujourd'hui questionnent systématiquement la légitimité d'un système qui les a trahis et spoliés. L'accès à l'information via Internet, malgré les tentatives de censure gouvernementale, leur permet de comparer leur situation à celle d'autres pays et de réaliser l'ampleur du retard accumulé par le Cameroun. Les universités, traditionnellement considérées comme des bastions de la contestation intellectuelle, bouillonnent d'activisme étudiant malgré les tentatives d'intimidation des autorités académiques complices du régime. Les débats politiques animés dans les marchés, les taxis et les quartiers populaires témoignent d'une politisation profonde de la société camerounaise qui ne se satisfait plus des discours officiels creux et mensongers. L'héritage colonial continue de peser lourdement sur la trajectoire politique et sociale du Cameroun moderne, créant des divisions artificielles qui fragilisent la cohésion nationale et facilitent la stratégie de domination des élites actuelles. La colonisation allemande initiale, suivie du partage du territoire entre la France et la Grande-Bretagne après la Première Guerre mondiale, a imposé des frontières arbitraires qui ne correspondaient à aucune réalité ethnique ou culturelle préexistante. Cette balkanisation administrative a créé des communautés artificiellement séparées qui développèrent des identités distinctes basées sur les langues et systèmes juridiques des colonisateurs respectifs. Les autorités coloniales ont également instrumentalisé les différences ethniques pour diviser les populations autochtones et faciliter leur exploitation économique, créant des hiérarchies artificielles qui perdurent encore aujourd'hui. L'économie coloniale extractive, orientée exclusivement vers l'exportation de matières premières vers les métropoles européennes, a structuré durablement l'appareil productif camerounais au détriment d'un développement endogène équilibré. Les infrastructures coloniales, routes et chemins de fer, furent conçues uniquement pour faciliter le pillage des ressources naturelles plutôt que pour connecter les différentes régions du pays entre elles. Cette architecture économique coloniale n'a jamais été véritablement remise en question après l'indépendance, perpétuant la dépendance du Cameroun vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Les traumatismes de la période coloniale, incluant travaux forcés, répression sanglante et humiliation systématique, ont laissé des cicatrices psychologiques profondes dans la conscience collective camerounaise. La période post-indépendance, loin d'inaugurer une ère de liberté et de prospérité promise par les mouvements nationalistes, a rapidement déçu les espoirs populaires en reproduisant les structures oppressives sous une façade de souveraineté formelle. Le premier président camerounais, Amadou Ahidjo, a instauré un régime autoritaire qui écrasa dans le sang les mouvements progressistes réclamant une véritable indépendance économique et sociale du pays. La répression féroce contre l'Union des populations du Cameroun, parti nationaliste radical, fit des dizaines de milliers de victimes et traumatisa durablement la société camerounaise en criminalisant toute forme de dissidence politique. Le système de parti unique imposé dès les années 60 étouffa toute expression démocratique et concentra tous les pouvoirs entre les mains d'une clique restreinte gravitant autour du chef de l'État. Les ressources nationales furent systématiquement détournées au profit d'une nouvelle bourgeoisie comprador qui remplaça simplement les colons européens dans l'exploitation des masses populaires. Les tentatives de contestation furent méthodiquement écrasées par un appareil sécuritaire omniprésent qui installa un climat de terreur et de méfiance généralisé dans toute la société. La corruption devint la norme à tous les échelons de l'administration, transformant la fonction publique en instrument d'enrichissement personnel plutôt que de service à la collectivité.
Cette trahison des idéaux indépendantistes par les élites post-coloniales explique largement le cynisme actuel des Camerounais vis-à-vis de leur classe politique et alimente la nostalgie d'une révolution authentique jamais accomplie. La transition de pouvoir entre Amadou Ahidjo et Paul Biya en 1982 fut présentée comme une opportunité de renouveau démocratique, mais se révéla rapidement être une simple continuité autoritaire sous une nouvelle façade rhétorique. Paul Biya, arrivé au pouvoir avec un discours promettant le changement et la rigueur morale, consolida progressivement son emprise en éliminant méthodiquement tous ses rivaux potentiels et en plaçant ses fidèles à tous les postes stratégiques. Les tentatives de coup d'État des années 80 déclenchèrent une répression massive qui renforça encore le caractère sécuritaire du régime et justifie jusqu'à aujourd'hui le maintien d'un état d'exception permanent. L'introduction du multipartisme au début des années 90, arrachée par la mobilisation populaire et les pressions internationales post-guerre froide, ne changea rien fondamentalement puisque le pouvoir contrôla étroitement le processus électoral. Les élections camerounaises sont systématiquement entachées de fraudes massives, d'intimidation et de manipulations diverses qui garantissent la victoire du parti au pouvoir quelle que soit la volonté réelle des électeurs. L'opposition politique légale, fragmentée et souvent cooptée, peine à offrir une alternative crédible et se contente fréquemment de négocier sa part du gâteau plutôt que de contester véritablement le système. Les réformes constitutionnelles successives ont toutes visé à renforcer les prérogatives présidentielles et à supprimer les limites de mandat, permettant à Paul Biya de s'accrocher au pouvoir pendant plus de 4 décennies. Cette longévité exceptionnelle d'un même dirigeant symbolise la sclérose du système politique camerounais et l'impossibilité d'une alternance démocratique pacifique. Les inégalités sociales vertigineuses qui caractérisent la société camerounaise contemporaine constituent un terreau fertile pour la contestation populaire et menacent la stabilité à long terme du pays. Une infime minorité de privilégiés, composée de hauts responsables politiques, de militaires gradés et de quelques hommes d'affaires bien connectés, accapare l'essentiel des richesses nationales pendant que la majorité survit dans des conditions d'extrême précarité. Les quartiers huppés de Yaoundé et Douala, avec leurs villas somptueuses et leurs voitures de luxe, contrastent violemment avec les bidonvilles surpeuplées où manque eau potable, électricité et infrastructures sanitaires de base. L'accès aux services publics essentiels comme l'éducation et la santé dépend largement de la capacité financière des familles, créant un système à plusieurs vitesses qui perpétue les inégalités de génération en génération. Les enfants des élites fréquentent des écoles privées de qualité ou poursuivent leurs études à l'étranger, tandis que les écoles publiques délabrées accueillent les enfants du peuple dans des conditions d'enseignement déplorables. Le système de santé publique, chroniquement sous-financé et mal équipé, contraint les malades pauvres à renoncer aux soins pendant que les dirigeants se font soigner dans les hôpitaux européens aux frais du contribuable. Cette inégalité face aux opportunités de vie alimente un profond ressentiment de classe qui s'exprime de plus en plus ouvertement dans les discours contestataires. Les jeunes diplômés camerounais, confrontés à un marché du travail verrouillé par le clientélisme et le népotisme, réalisent amèrement que leur mérite compte moins que leur connexion politique ou familiale. La question foncière représente une source majeure de tensions sociales au Cameroun, où l'accaparement des terres par les élites politiques et les multinationales étrangères dépossède progressivement les communautés rurales de leurs moyens de subsistance traditionnels. Le cadre juridique foncier hérité de la période coloniale, qui fait de l'État le propriétaire ultime de toutes les terres, permet aux autorités de spolier arbitrairement les paysans sans compensation adéquate. Les mouvements de jeunesse camerounais émergent comme la force motrice principale de la contestation actuelle, portés par une génération déterminée à ne pas reproduire la résignation de leurs aînés face à l'injustice systémique. Ces jeunes activistes, souvent diplômés mais condamnés au chômage par un système économique clientéliste, canalisent leur frustration dans l'organisation de manifestations, de grèves et de campagnes de sensibilisation citoyenne. Ils maîtrisent parfaitement les outils numériques et les réseaux sociaux qu'ils utilisent pour mobiliser rapidement des milliers de personnes, contourner la censure des médias traditionnels et documenter les exactions des forces de sécurité. Leur discours rompt avec les clivages ethniques et régionaux traditionnels pour proposer une vision inclusive du Cameroun fondée sur la citoyenneté égale et la justice sociale plutôt que sur les appartenances communautaires. Ces mouvements adoptent des structures horizontales et décentralisées qui les rendent difficilement infiltrables par les services de renseignement et leur permettent de survivre aux arrestations de leaders individuels. Les références aux luttes historiques de libération africaine et aux mouvements contemporains comme le printemps arabe ou les manifestations du Burkina Faso nourrissent leur imaginaire révolutionnaire et légitiment leur action. Leur créativité dans les modes d'action, combinant manifestations de rue, boycotts économiques, occupations symboliques et campagnes virales sur Internet, déstabilise un pouvoir habitué aux formes traditionnelles d'opposition. Cette jeunesse mobilisée représente l'espoir d'un Cameroun différent, mais fait également face à une répression féroce qui cherche à briser son élan avant qu'il ne devienne irrésistible. Les femmes camerounaises, longtemps reléguées au second plan de la vie politique nationale, s'affirment progressivement comme des actrices incontournables de la transformation sociale et portent des revendications spécifiques liées à leurs conditions particulières d'oppression. Les associations féminines prolifèrent dans tout le pays,
travaillant sur des thématiques variées allant de l'autonomisation économique des femmes rurales à la lutte contre les violences conjugales et les mariages précoces. Les femmes constituent l'épine dorsale de l'économie informelle camerounaise, gérant petits commerces et activités génératrices de revenus qui font vivre des millions de familles malgré l'hostilité des autorités administratives. Leur mobilisation dans les manifestations populaires apporte une dimension pacifique et morale qui rend plus difficile la répression brutale de la part des forces de sécurité face à des mères manifestant pour l'avenir de leurs enfants. Les intellectuels et professionnels camerounaises dénoncent le plafond de verre qui limite leur accès aux postes de décision dans la fonction publique et le secteur privé malgré des qualifications souvent supérieures à celles de leurs collègues masculins. Les revendications féministes s'articulent avec les luttes démocratiques générales, les militantes soulignant que l'émancipation des femmes constitue un indicateur fiable du degré de démocratie et de justice sociale d'une société. Les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre dans les zones de conflit et comme moyen de répression contre les militantes sont systématiquement documentées et dénoncées par les organisations féminines. Cette conscientisation de genre transforme progressivement les mentalités camerounaises traditionnellement patriarcales et ouvre des perspectives d'égalité réelle entre hommes et femmes. Les mouvements féminins camerounais s'inscrivent dans des réseaux transnationaux africains et internationaux qui leur apportent soutien, formation et visibilité médiatique pour leur combat. Les syndicats camerounais, affaiblis par des décennies de répression et de cooptation mais jamais complètement éradiqués, tentent de retrouver leur rôle historique de défense des intérêts des travailleurs et de contestation de l'ordre économique néolibéral. Le mouvement syndical camerounais connut son apogée dans les années 70 avant d'être méthodiquement démantelé par un pouvoir qui voyait en lui une menace potentielle à sa domination absolue. Les dirigeants syndicaux actuels naviguent entre nécessité de préserver leurs organisations de l'interdiction pure et simple et obligation morale de défendre leurs mandants contre l'exploitation patronale et l'austérité gouvernementale. Les grèves dans les secteurs stratégiques comme l'enseignement, la santé ou les transports révèlent la capacité de mobilisation conservée par les syndicats malgré les obstacles légaux et la répression. Les revendications syndicales dépassent souvent les questions salariales immédiates pour questionner les choix macroéconomiques du gouvernement, notamment les privatisations d'entreprises publiques et les coupes budgétaires dans les services sociaux. La jeunesse syndicale, moins compromise avec le pouvoir que les directions vieillissantes, pousse pour une radicalisation de l'action syndicale et un alignement avec les mouvements sociaux plus larges. Les connexions internationales du mouvement syndical camerounais, notamment avec les fédérations syndicales africaines et mondiales, offrent une protection relative contre la répression et facilitent les campagnes de solidarité. Les tentatives gouvernementales de créer des syndicats jaunes à sa solde rencontrent une résistance croissante des travailleurs qui ne se laissent plus duper par ces manœuvres de division. La reconstruction d'un mouvement syndical indépendant et combatif constitue un enjeu majeur pour la démocratisation du Cameroun, car elle permettrait d'organiser la classe ouvrière et de contester le modèle économique néolibéral imposé par les institutions financières internationales. Les églises chrétiennes et les organisations musulmanes, qui encadrent spirituellement la majorité de la population camerounaise, adoptent des positions diverses face à la crise politique, oscillant entre soutien au pouvoir établi et solidarité avec les aspirations populaires au changement. Certains hauts dignitaires religieux, bénéficiant de privilèges matériels et de proximité avec le pouvoir, appellent régulièrement les fidèles à la patience et à la soumission aux autorités constituées au nom de principes théologiques discutables. D'autres leaders spirituels, plus proches des réalités vécues par leur ouaille, n'hésitent pas à dénoncer publiquement les injustices et à soutenir les revendications démocratiques de la population en s'appuyant sur les traditions prophétiques de dénonciation de l'oppression. Les lieux de culte servent parfois d'espaces de discussion politique relativement protégés où les fidèles peuvent exprimer leurs frustrations et organiser des actions collectives sous couvert d'activités religieuses. Les homélies et sermons abordent de plus en plus explicitement les questions sociales et politiques, reflétant les préoccupations quotidiennes des croyants confrontés à la pauvreté, à la corruption et à la violence. Les organisations caritatives religieuses, présentes dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'assistance sociale, pallient partiellement les carences de l'État et jouissent d'une légitimité populaire considérable que les autorités ne peuvent ignorer. Le dialogue écuménique et interreligieux facilite la construction de consensus sociaux transcendant les appartenances confessionnelles et renforce la cohésion de la société civile face au pouvoir. Le scénario de la transition négociée, privilégié par les acteurs modérés tant dans l'opposition que dans certaines franges du régime conscientes de l'impasse actuelle, suppose la mise en place d'un dialogue national inclusif aboutissant à des réformes constitutionnelles et institutionnelles acceptables pour toutes les parties. Cette option nécessiterait d'abord la création de conditions minimales de confiance, notamment la libération des prisonniers politiques, le retrait des forces militaires des zones contestataires et la garantie de liberté d'expression et de manifestation. Un médiateur international crédible, possiblement un panel d'éminentes personnalités africaines, devrait superviser les négociations pour éviter les manipulations et assurer la bonne foi des participants. Les discussions porteraient sur les questions fondamentales comme la forme de l'État, le système électoral, l'indépendance de la justice et la décentralisation effective du pouvoir vers les régions.
Les groupes armés séparatistes anglophones devraient être associés aux discussions malgré leur stigmatisation actuelle comme terroristes, car aucune solution durable n'est envisageable sans leur participation. La communauté internationale devrait apporter des garanties de mise en œuvre des accords, et éventuellement des incitations financières pour faciliter les compromis nécessaires. Ce processus exigerait plusieurs mois voire années de négociations patientes, avec des avancées et des reculs inévitables, testant la résilience des médiateurs et la sincérité des engagements. Les élections générales organisées selon les nouvelles règles constitueraient l'aboutissement logique de cette transition, permettant une alternance pacifique du pouvoir. Les obstacles à ce scénario idéal sont néanmoins considérables, à commencer par la réticence des détenteurs actuels du pouvoir à négocier sérieusement leur propre départ et l'impatience des masses populaires exigeant des changements immédiats. Le scénario de la radicalisation révolutionnaire, redouté par les élites mais fantasmé par certains activistes, verrait l'escalade de la violence mener à un soulèvement populaire massif renversant le régime par la force et installant un gouvernement révolutionnaire chargé de refonder complètement le système politique et économique. Cette dynamique pourrait s'enclencher suite à un événement déclencheur particulièrement choquant, comme un massacre de manifestants pacifiques ou la mort suspecte d'un leader de l'opposition, qui embraserait instantanément tout le pays. Les manifestations de rue se transformeraient en insurrection généralisée avec occupation des bâtiments publics, paralysie de l'économie et formation de comités populaires autogérés dans les quartiers. L'armée et la police, face à l'ampleur du mouvement et aux ordres de tirer sur la foule, pourraient se fractionner avec des unités entières refusant d'obéir et rejoignant les insurgés. Le pouvoir central, privé de son appareil répressif et abandonné même par ses alliés internationaux, n'aurait d'autre choix que la fuite en exil des principaux responsables. Un gouvernement de transition révolutionnaire, issu des rangs des mouvements sociaux et de l'opposition radicale, s'installerait et procéderait à des transformations radicales incluant nationalisation, procédés corrompus et redistribution des richesses. Cette séquence révolutionnaire libérerait une formidable énergie populaire longtemps contenue et permettrait d'expérimenter des formes nouvelles d'organisation politique démocratique directe. Cependant, les révolutions comportent également des risques considérables de chaos, de règlement de comptes et de récupération par des forces réactionnaires ou des aventuriers. L'expérience historique des révolutions africaines et mondiales enseigne que la phase révolutionnaire euphorique est souvent suivie d'une phase de thermidor où les idéaux initiaux sont trahis et de nouvelles élites monopolisent le pouvoir. Le scénario de la fragmentation territoriale, cauchemar absolu pour les nationalistes mais envisagé sérieusement par certains analystes pessimistes, verrait le Cameroun suivre la trajectoire de pays comme la Somalie ou la Libye et se disloquer en entités régionales ou ethniques antagonistes se disputant le contrôle des ressources et du territoire. La sécession effective des régions anglophones, déjà largement autonomisées par la guerre civile qui y fait rage, pourrait constituer le premier acte de cette fragmentation avec la proclamation d'une république d'Ambazonie internationalement reconnue. Cette indépendance anglophone pourrait inspirer d'autres régions marginalisées à réclamer leur propre autonomie ou séparation, créant un effet domino désintégrant l'ensemble de la fédération camerounaise. Les conflits pour le contrôle des zones pétrolifères et des corridors commerciaux stratégiques dégénéreraient en affrontements armés entre milices régionales et bandes criminelles. Les réfugiés se compteraient par millions, fuyant les violences et la famine vers les pays voisins déjà instables, créant une crise humanitaire régionale. Les puissances étrangères, loin de promouvoir la réconciliation, instrumentaliseraient ces divisions pour sécuriser leur accès aux matières premières en soutenant des factions locales contre d'autres. La destruction des infrastructures et l'effondrement de toute autorité centrale plongeraient les populations dans une misère encore plus profonde que celle qu'elles connaissent actuellement. Les générations futures de Camerounais paieraient le prix exorbitant de cet éclatement national par des décennies de violence, de sous-développement et de traumatisme collectif. Ce scénario catastrophe doit être évité à tout prix, mais sa prévention nécessite des actions urgentes de réconciliation nationale et de réforme du système politique actuel avant que les antagonismes ne deviennent irréversibles. Le scénario du statu quo autoritaire, malheureusement probable à court terme, verrait le régime réussir à contenir la contestation par un mélange de répression brutale, de cooptation sélective des opposants et de concessions cosmétiques insuffisantes à changer fondamentalement le système. Les forces de sécurité parviendraient à briser les mouvements de protestation par des arrestations massives et une présence militaire écrasante dans les rues des grandes villes. Les leaders de l'opposition seraient neutralisés soit par emprisonnement, soit par corruption et intégration aux structures de pouvoir existantes moyennant avantages matériels. Les élections continueraient d'être organisées à intervalles réguliers pour maintenir une face-façade de légitimité démocratique, mais demeureraient truquées et vidées de tout enjeu réel. Quelques réformes superficielles seraient annoncées en grande pompe, mais ne changeraient rien aux mécanismes fondamentaux de domination et d'accumulation des élites prédatrices. La communauté internationale, lassée par la crise camerounaise et préoccupée par ses propres problèmes, relâcherait progressivement la pression diplomatique sur le régime. Les populations, épuisées par des années de lutte sans résultat tangible et terrorisées par la répression, retomberaient dans l'apathie et le désespoir caractéristiques des décennies précédentes. L'économie continuerait à stagner ou à se détériorer lentement,
maintenant la majorité dans la pauvreté pendant qu'une minorité privilégiée prospérerait grâce à son accès aux rentes publiques. Voilà, nous arrivons au terme de cette analyse approfondie sur la crise camerounaise. Comme vous avez pu le constater, le Cameroun traverse une période historique décisive où le peuple refuse désormais de subir l'oppression en silence. Les enjeux sont colossaux, les risques sont réels, mais l'espoir d'un changement démocratique n'a jamais été aussi fort. L'histoire s'écrit en ce moment même dans les rues de Yaoundé et de Douala. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vos commentaires enrichissent toujours nos discussions, alors n'hésitez pas à partager votre point de vue ci-dessous. Si ce contenu vous a plu, laissez un like, ça nous aide énormément. Partagez cette vidéo pour sensibiliser un maximum de personnes à cette crise méconnue. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous et restez informés.